Le 14 février 1944, il est 9h22 du matin. L'ingénieur aéronautique allemand, le docteur Heinrich Bauer, déploie les plans sur son bureau, à l'intérieur du centre de recherche Messerschmitt, à Augsbourg. Ses mains tremblent alors qu'il étudie la coupe transversale de l'aile d'un P-51B Mustang américain capturé. Les mesures n'ont aucun sens. L'aile est trop fine. La forme du profil déroge à tous les enseignements, des manuels d'aérodynamique allemands. Il doit y avoir une erreur. Il mesure à nouveau, même résultat, impossible. Le docteur Bauer a conçu des ailes pour le Bf-109, le FW-190 et une douzaine de chasseurs expérimentaux. Il maîtrise l'aérodynamique, mieux que presque personne en Allemagne. Mais cette aile américaine, cette surface incroyablement fine, parfaitement profilée, défie tous les principes de conception conventionnels des chasseurs. Ça ne devrait pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, les pilotes alliés dominent outrageusement la Luftwaffe avec ses machines. Il refait les calculs 3 fois. À chaque fois, sa conclusion devient plus désespérée. Les Américains ont découvert quelque chose que l'Allemagne ignore, quelque chose qui vaut plus que n'importe quel système d'armes, quelque chose qui leur a coûté 2 millions de dollars à développer, et maintenant, en tenant ses plans, le docteur Bauer comprend. Pourquoi la Luftwaffe perd la guerre aérienne, l'aile à flux laminaire, n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. C'est la preuve que l'Amérique peut se permettre de dépenser des fortunes pour développer des secrets que l'Allemagne ne peut égaler. C'est la preuve d'une puissance industrielle si vaste, si sophistiquée, que les meilleurs scientifiques du Reich sont désormais en train de rétroconcevoir des miracles américains dans l'espoir de les comprendre. Avant la chute de Berlin, le docteur Bauer rédige son rapport. Cet après-midi-là, 3 pages, qui se lisent comme une confession. Nous sommes technologiquement dépassés. Nous manquons de la précision de fabrication pour reproduire cette aile. Même si nous pouvions la construire, nous manquons des ressources pour la produire à grande échelle. Les Américains ont gagné la guerre technologique. La guerre armée suivra. Son supérieur appose la mention « confidentielle ». Sur le rapport et le classe, personne ne veut dire à Göring que le programme de chasseurs allemands court après les innovations américaines qu'il ne pourra jamais rattraper. Personne ne veut admettre qu'une simple conception d'aile a fait du P-51 Mustang le chasseur le plus meurtrier dans le ciel européen. Voici l'histoire. Du secret à 2 millions de dollars qui a changé le combat aérien à jamais. L'histoire d'une percée aérodynamique si avancée que les ingénieurs ennemis ont pleuré quand ils l'ont enfin comprise, l'histoire de l'ingéniosité américaine qui a transformé la physique en victoire. L'aile à flux laminaire a commencé en 1939, bien avant Pearl Harbor, dans les bureaux du sous-sol du Comité consultatif national pour l'aéronautique à Langley Field, en Virginie. Un jeune ingénieur nommé Eastman Jacobs a eu une idée radicale. Et si on pouvait concevoir une aile qui réduisait la traînée? Non pas par la force brute, mais grâce à une forme parfaite, chaque aile d'avion crée de la traînée. L'air qui s'écoule sur la surface devient turbulent, créant une friction qui ralentit l'avion. Les ailes conventionnelles acceptaient cette turbulence comme inévitable. Les concepteurs compensaient en ajoutant plus de puissance au moteur. Plus de puissance signifiait plus de poids, plus de consommation de carburant, une portée plus courte. Jacob a proposé quelque chose de différent. Concevoir une aile si parfaitement profilée que l'air s'écoulerait dessus de manière fluide, laminaire, en couches parallèles, comme des draps de soie, glissant les uns sur les autres. Pas de turbulence, une traînée minimale, une efficacité maximale. Le concept était théoriquement solide. L'exécution était incroyablement difficile. La création d'une aile à flux laminaire exigeait une précision de fabrication. Mesurée en millièmes de pouce,
La surface de l'aile devait être parfaitement lisse, pas de rivets qui dépassent, pas d'irrégularité de peinture, aucune imperfection, un seul renfoncement, une seule zone rugueuse déclencherait la turbulence du flux d'air et détruirait l'effet laminaire. En 1939, aucun constructeur d'avions au monde ne pouvait construire des ailes avec une telle tolérance. Les machines n'existaient pas. Les techniques n'avaient pas été développées. Jacobs proposait une technologie avec une décennie d'avance sur son temps. Le Comité consultatif national pour l'aéronautique a dépensé 2 millions de dollars pour développer les procédés de fabrication, les équipements de test et les améliorations aérodynamiques afin de rendre le flux laminaire pratique. 2 millions de dollars de 1939. Cela équivaut à 43 millions de dollars aujourd'hui, sur une seule conception d'aile. Pour un avion qui n'existait pas encore, mais les ingénieurs de la NACA ont compris quelque chose de profond. Si le flux laminaire fonctionnait, s'ils pouvaient réellement construire des ailes qui réduisaient la traînée de 30% ou plus, les chasseurs américains pourraient voler plus vite, plus loin et plus efficacement que tout ce que les puissances de l'axe pourraient déployer. L'avantage stratégique serait incalculable. Ils ont réussi. Fin 1940. La première aile à flux laminaire réussie a été testée dans la soufflerie de Langley. Les résultats ont dépassé les attentes. La réduction de la traînée a atteint 40% dans des conditions optimales. La portée a augmenté de plus de 50%. La vitesse a augmenté sans ajouter de puissance au moteur. Maintenant, ils avaient besoin d'un avion pour prouver que cela fonctionnait. Au combat, North American Aviation concevait un nouveau chasseur. Pour la Royal Air Force britannique, le NA-73, plus tard désigné P-51 Mustang, la NAK a approché North American avec les données sur l'aile à flux laminaire. Le pari était énorme. Si l'aile échouait dans des conditions de combat, si elle ne pouvait pas maintenir ses performances avec des dommages de combat, des orifices de canon ou une maintenance sur le terrain, tout le programme serait gâché. Le concepteur en chef de North American, Edgar Schmude, a étudié les données pendant 2 semaines. Puis, il a pris la décision qui allait changer la guerre. Il construirait le Mustang autour de l'aile à flux laminaire. Tout le reste, le moteur, le fuselage, l'armement, serait conçu pour maximiser l'efficacité révolutionnaire de l'aile. Le premier P-51 a volé le 26 octobre 1940. Le pilote d'essai Vance Breeze a décollé de Minesfield à Los Angeles à 8h47 du matin. Le vol a duré 11 minutes. Quand Breeze a atterri, il est sorti du cockpit et a prononcé 5 mots qui résonneraient dans l'histoire de l'aviation. C'est un avion de pilote. Ce qu'il voulait dire était simple. Le Mustang se manœuvrait magnifiquement. Les commandes étaient réactives. La visibilité était excellente. Il se sentait bien, d'une manière dont les autres chasseurs ne le faisaient pas. Breeze avait piloté des dizaines de prototypes d'avions. Il savait quand quelque chose de spécial se produisait. Mais il y avait un problème critique. Le Mustang était rapide, très rapide, à basse altitude. Il pouvait atteindre 627 km/h, plus vite que la plupart des chasseurs contemporains, mais il avait le mauvais moteur. L'Allison V1710 n'avait pas assez de puissance en haute altitude. L'aile à flux laminaire fonctionnait parfaitement, donnant au Mustang une portée et une vitesse incroyables. À moyenne altitude, mais au-dessus de 4500 mètres, l'Allison luttait, la puissance diminuait, les performances se dégradaient. Les pilotes d'essai britanniques ont adoré la portée et la maniabilité du Mustang. Le chef d'escadron Michael Crossley a piloté l'un des premiers Mustangs de la RAF début 1942. Son rapport était enthousiaste, mais nuancé.
L'appareil est superbe. En dessous de 4500 mètres, la portée est extraordinaire. La maniabilité est délicieuse. Mais nous avons besoin d'un intercepteur de haute altitude pour escorter les bombardiers au-dessus de l'Allemagne. Le moteur Allison ne peut pas fournir la performance en altitude nécessaire. Cet avion est magnifique, mais dans la mauvaise plage d'altitude, c'était là la frustration. L'aile à flux laminaire faisait exactement ce que les ingénieurs de la NACA avaient promis. La traînée était minimale, l'autonomie exceptionnelle, mais le moteur ne pouvait pas exploiter pleinement le potentiel de l'aile, aux altitudes où se déroulait la guerre. Le Mustang semblait destiné à être un chasseur basse altitude, gaspillant le potentiel révolutionnaire de son aile magnifique. Alors, quelqu'un a eu une idée qui semblait folle. Et si on mettait un moteur britannique Rolls-Royce Merlin dans le Mustang américain? Le Merlin avait de superbes performances en haute altitude. Le Mustang avait cette incroyable aile à flux laminaire. Ensemble, ils pourraient créer le chasseur parfait. Le mariage fut consommé. À la fin de 1942, le P-51B Mustang, avec le moteur Merlin construit par Packard, vola pour la première fois le 30 novembre 1942. Les pilotes d'essai qui le pilotèrent revinrent en utilisant des mots comme « révolutionnaire »,« incroyable » et « vainqueur de guerre ». Le Mustang à moteur Merlin pouvait atteindre 708 km/h. Il pouvait monter à 9144 mètres et combattre efficacement. Et grâce à cette aile à flux laminaire, produisant une traînée minimale, il pouvait parcourir 2655 km avec des réservoirs internes et largables. Aucun autre chasseur au monde n'avait cette autonomie. Comprenez-vous ce que cela signifiait? Le Mustang pouvait escorter les bombardiers américains d'Angleterre à Berlin et retour. Il pouvait protéger les Flying Fortress et les Liberator jusqu'à la cible. Et jusqu'au retour, pour la première fois de la guerre, les bombardiers américains auraient une protection de chasseurs, au-dessus de l'Allemagne elle-même. La Luftwaffe avait construit sa stratégie défensive autour d'une seule hypothèse. Les chasseurs alliés ne pouvaient pas atteindre l'Allemagne. Les Spitfires britanniques avaient de la performance, mais manquaient d'autonomie. Les P-47 Thunderbolts américains étaient robustes, mais ne pouvaient pas effectuer de mission de pénétration profonde. Les chasseurs allemands pouvaient assaillir les bombardiers une fois qu'ils avaient franchi l'espace aérien allemand, sachant qu'aucun chasseur allié ne pouvait aider. Le P-551 Mustang a détruit cette hypothèse, et il l'a fait grâce à une aile qui a coûté 2 millions de dollars à développer, dans une soufflerie en Virginie. La première mission d'escorte longue portée du P-51 vers Berlin eut lieu le 4 mars 1944. La Luftwaffe attendait, s'attendant au scénario habituel. Les bombardiers américains apparaîtraient. Les chasseurs allemands attaqueraient. Les propres canons des bombardiers devraient les défendre. Certains bombardiers seraient abattus. C'était le schéma de la guerre aérienne. Mais à 13h47, les contrôleurs radars allemands remarquèrent quelque chose d'anormal. La formation de bombardiers américains avait des escortes de chasseurs. Beaucoup d'entre eux, et ils ne faisaient pas demi-tour. Les chasseurs restaient avec les bombardiers jusqu'à Berlin. Impossible. Aucun chasseur allié n'avait l'autonomie. À 14h33, les premiers P-51 Mustang engagèrent des Bf-109 allemands au-dessus de Brandebourg. Les pilotes de la Luftwaffe n'avaient jamais vu ce chasseur américain auparavant. Il avait l'air plus petit qu'un P-47, plus léger, plus élégant. Certains pilotes allemands pensèrent qu'il serait une proie facile. Le lieutenant Franz Müller, pilotant un Bf-109G avec 17 victoires, se positionna au-dessus d'une formation de 4 Mustangs. Il piqua avec l'intention d'abattre l'avion de queue en utilisant les tactiques allemandes classiques, avantage d'altitude, vitesse de la plongée, une rafale rapide, et s'en aller.
avant que les Américains ne puissent réagir. Müller ouvrit le feu à 365 mètres. Ses canons de 26 mm martelèrent. Il vit des impacts sur l'aile du Mustang. Puis, l'impossible se produisit. Le Mustang ne se brisa pas, ne paniqua pas. Il inversa brusquement vers la droite, perdant de la vitesse incroyablement vite, et soudain Müller dépassait, avec un chasseur américain sur sa queue. Il tira brusquement vers la gauche, essayant de se débarrasser du Mustang. Son Bf-109 pouvait virer serré, mais le P-51 vira plus serré. L'aile à flux laminaire n'était pas seulement efficace, elle fournissait une portance incroyable, à des angles d'attaque élevés. Le Mustang colla à la queue de Müller, comme s'il y était soudé. Il essaya toutes les manœuvres qu'il connaissait. Le Mustang l'égala. Alors, l'Américain ouvrit le feu. Müller sentit son Bf-109 frissonner, alors que des balles de calibre 50 traversaient son fuselage. La température de son moteur monta en flèche. Il plongea vers les nuages. Traînant de la fumée, et réussit à peine à rentrer à la base aérienne de Neuruppin. Quand il atterrit, son équipe au sol compta 14 impacts. Müller sortit en tremblant. Son rapport de combat ce soir-là était une seule phrase. Le nouveau chasseur américain est supérieur au Bf-109 dans tous les paramètres de performance. Il se trompait catastrophiquement sur le P-51. Il n'était pas seulement plus endurant que les chasseurs allemands, il était plus rapide, plus manœuvrable. Et entre les mains de pilotes américains expérimentés, il était absolument mortel. L'aile à flux laminaire donna au Mustang une efficacité incroyable, mais elle fournit également des taux de roulis et une réponse de contrôle superbe. L'avion pouvait mieux virer que le Bf-109, dépasser le F-290 et grimper plus vite que les deux. Les pilotes allemands qui survécurent à cette première rencontre déposèrent des rapports de combat, que leurs commandants rejetèrent initialement comme une exagération. Un as de la Luftwaffe, le major Günther Rall, avec plus de 250 victoires, écrivit dans son journal ce soir-là « Aujourd'hui, j'ai combattu l'avion qui nous vaincra. Il est plus rapide, vole plus loin et se manie comme rien de ce que nous avons. Si les Américains produisent cela en nombre, nous ne pouvons pas gagner la guerre aérienne. Les Américains l'ont produit en nombre, beaucoup de nombre. » Les usines de North American Aviation à Inglewood, en Californie, et à Dallas, au Texas, construisirent 15 186 P-51 Mustang à la fin de la guerre, chacun avec cette précieuse aile à flux laminaire, fabriquée selon des tolérances qui firent pleurer les ingénieurs allemands quand ils comprirent enfin les exigences de production. Mais ce que les renseignements ennemis voulaient désespérément savoir, c'était comment les Américains avaient fait. Comment avaient-ils réalisé le flux laminaire? Quel était le secret de fabrication? Lorsque le docteur Heinrich Bauer examina le P-51B capturé, en février 1944, il faisait partie d'un effort allemand frénétique pour rétroconcevoir la technologie aéronautique américaine. Hitler avait ordonné à Messerschmitt, Focke-Wulf et à tous les fabricants d'avions allemands d'étudier les avions alliés capturés et de copier leurs avantages. L'aile à flux laminaire du P-51 devint une obsession. Les aérodynamiciens allemands mesurèrent chaque millimètre, ils photographièrent chaque détail, ils testèrent des sections de l'aile dans des souffleries à Peenemünde et Reuchlin, et lentement, péniblement. Ils commencèrent à comprendre ce que les Américains avaient réalisé. Le secret de l'aile résidait dans son contour. La partie la plus épaisse du profil était positionnée plus en arrière que les ailes conventionnelles. La courbure de la surface était mathématiquement optimisée pour maintenir un flux d'air fluide, les tolérances de fabrication étaient insensées, les joints de panneaux devaient être affleurants à moins de 0,038 cm. La rugosité de la surface ne pouvait pas dépasser 0,013 cm. Les usines allemandes ne pouvaient pas construire selon ces spécifications.
Pas en 1944, pas avec les bombardements alliés détruisant la fabrication d'outils de précision. Pas avec la pénurie de travailleurs qualifiés et de matières premières. Même s'il pouvait concevoir une aile à flux laminaire, il ne pouvait pas la produire à grande échelle. Un ingénieur allemand, Joseph Huber, qui travaillait à l'usine Focke-Wulf à Brême, écrivit dans ses notes personnelles « Nous avons mesuré l'aile américaine. Nous comprenons la théorie. Nous savons ce qu'ils ont fait, mais nous ne pouvons pas le reproduire. Notre base industrielle manque de machines de précision. Nos chaînes de montage ne peuvent maintenir les tolérances. Même si nous avions une année de paix et des ressources illimitées, nous aurions du mal à construire seulement 100 ailes de ce standard. Les Américains en construisent des milliers. Nous avons perdu. Les notes de Huber ont survécu à la guerre. Elles sont maintenant dans les archives du National Air and Space Museum à Washington, D.C. Elles représentent l'une des évaluations de renseignement industriel les plus importantes de la guerre. Un ingénieur allemand, observant la technologie américaine et réalisant que sa nation ne pouvait pas rivaliser. Mais l'aile à flux laminaire n'était pas seulement une question de capacité de fabrication. Elle représentait une différence fondamentale dans la façon dont l'Amérique et l'Allemagne abordaient la technologie aéronautique. Les concepteurs allemands privilégiaient la vitesse et l'armement. Ils construisaient des chasseurs rapides, avec des canons lourds, mais ils acceptaient une autonomie faible comme inévitable. Les chasseurs allemands étaient conçus pour défendre l'Allemagne, pour effectuer de courtes missions d'interception, pour combattre près de leur propre terrain d'aviation. Les concepteurs américains pensaient globalement. Ils avaient besoin de chasseurs capables d'escorter des bombardiers à travers des océans de ciel. Ils avaient besoin d'autonomie. L'aile à flux laminaire leur donnait de l'autonomie, sans sacrifier la vitesse ou la performance. C'était une technologie stratégique, pas seulement tactique. Cette vision stratégique a coûté cher. Les 2 millions de dollars que la NACA a dépensés pour développer la technologie du flux laminaire représentaient plus que ce que l'Allemagne avait dépensé pour certains programmes de chasseurs entiers. Mais cet investissement a porté ses fruits d'une manière que personne n'avait pleinement anticipée. Les P-51 Mustang n'escortaient pas seulement les bombardiers, ils chassaient. Une fois les bombardiers en sécurité sur leur cible, les pilotes de Mustang descendaient en rase-motte et mitraillaient les terrains d'aviation allemands. Ils ont détruit des centaines d'avions de la Luftwaffe au sol. Ils ont mitraillé des trains, des camions et des dépôts de ravitaillement. L'efficacité de l'aile à flux laminaire signifiait que les Mustangs avaient du carburant à revendre après leur mission d'escorte. Du carburant pour aller chasser, les terrains d'aviation allemands sont devenus des pièges mortels. Les pilotes de la Luftwaffe atterrissaient après le combat, pensant être en sécurité. Puis des P-51 apparaissaient au niveau de la cime des arbres, canons rugissants, déchirant les avions garés en morceaux. L'impact psychologique était dévastateur. Les pilotes allemands ne pouvaient même plus se sentir en sécurité sur leur propre base. À l'été 1944, la Luftwaffe avait effectivement perdu la supériorité aérienne sur l'Europe occidentale. Non pas parce que les pilotes allemands n'étaient pas courageux, non pas parce que les chasseurs allemands n'étaient pas bons, mais parce que le P-51 Mustang, propulsé par cette technologie d'aile à flux laminaire à 2 millions de dollars, avait atteint une combinaison d'autonomie, de vitesse et de performance que l'Allemagne ne pouvait contrer. Les chiffres racontent l'histoire. Les P-51 Mustang ont atteint un ratio de destruction de 3. 7 pour 1 contre les chasseurs allemands. Pour chaque Mustang perdu en combat aérien, les pilotes américains ont détruit 3,7 avions allemands. Ce n'est pas de la chance, c'est une supériorité technologique, combinée à l'habileté des pilotes. Mais l'impact réel était stratégique, avec les escortes de P-51 les protégeant.
les pertes de bombardiers américains ont diminué de plus de 60%. Les missions qui étaient presque suicidaires sont devenues réalisables. La campagne de bombardement massif de jour, qui a brisé la production industrielle allemande, est devenue possible parce que les P-51 Mustang pouvaient protéger les bombardiers. Votre grand-père a peut-être piloté un Mustang, ou peut-être qu'il volait dans un B-17 qui est rentré à la maison parce que les Mustangs ont chassé les Bf-109 qui auraient tué son équipage. Dans tous les cas, cette aile à flux laminaire était un fil reliant sa survie à un pari de 2 millions de dollars fait par les ingénieurs de la NACA en 1939. Les Allemands n'ont jamais cessé d'essayer de la copier, au début de 1945. Alors que Berlin s'effondrait sous l'assaut soviétique, les ingénieurs de Focke-Wulf testaient encore des prototypes d'ailes à flux laminaire. Ils ont obtenu un succès partiel, le Ta-152, l'une des dernières conceptions de chasseurs allemands. Incorporait certains principes de flux laminaire, mais il est arrivé trop tard et en trop petit nombre pour avoir de l'importance. Après la guerre, les enquêteurs américains ont trouvé des documents au centre de recherche Messerschmitt. Le rapport de février 1944 du docteur Heinrich Bauer en faisait partie, de même que des dizaines d'autres évaluations techniques, toutes parvenant à la même conclusion. L'aile à flux laminaire dépassait la capacité de fabrication allemande en temps de guerre. Bauer a survécu à la guerre. Il a été interviewé par le renseignement technique américain en 1946. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'aile du P-51, il a dit quelque chose de remarquable. « Nous avons compris que c'était la clé de votre supériorité aérienne. Nous l'avons mesurée, nous l'avons testée. Nous savions que si nous pouvions la construire, nous pourrions défier vos chasseurs, mais nous n'avons jamais pu la construire, pas aux tolérances requises. La fabrication de précision était aussi importante que la conception aérodynamique. Vous ne nous avez pas seulement surclassés en conception, vous nous avez surclassés en fabrication. C'est pourquoi nous avons perdu. Surclassé en fabrication. C'est l'expression qui compte. L'aile à flux laminaire n'était pas seulement une conception brillante. C'était une réussite en matière de fabrication. Elle nécessitait un outillage de précision, un contrôle de la qualité et des processus industriels que l'Amérique avait développés pour les biens de consommation en temps de paix et transformés en miracles en temps de guerre. Les usines construisant les ailes du Mustang employaient des milliers d'ouvriers. Beaucoup étaient des femmes. Rosie la riveteuse ne faisait pas qu'installer des rivets. Elle maintenait des tolérances mesurées en millièmes de pouce. Elle effectuait la finition de surface des ailes selon des normes que les ingénieurs aérospatiaux avaient déclarées impossibles. Elle construisait l'arme qui allait gagner la supériorité aérienne sur l'Europe. L'une de ces femmes était Mathilde Dubois, d'Argenteuil. Avant la guerre, elle travaillait comme couturière. En 1943, elle a été embauchée par North American Aviation pour travailler sur la chaîne de montage des ailes du P-51. Son travail consistait à vérifier les joints des panneaux d'ailes avec des outils de mesure de précision. Si un joint était décalé de plus de 0,00381 cm, le panneau était rejeté, renvoyé pour être retravaillé, sans exception. Mathilde a rappelé plus tard dans une interview en 1985 « Nous ne comprenions pas pleinement ce que nous construisions. Nous savions que c'était un avion de chasse. Nous savions que nos garçons les pilotaient au-dessus de l'Allemagne, mais nous ne savions rien de l'aile à flux laminaire. Nous ne savions pas que les tolérances que nous vérifions donneraient à ces pilotes une autonomie supplémentaire pour rentrer à la maison. Nous savions juste que si nous faisions mal notre travail, quelqu'un pourrait mourir. Alors nous vérifions chaque mesure 2 fois, parfois 3 fois. Nous ne laissions rien passer qui ne soit pas parfait. Cette mentalité, reproduite chez des milliers d'ouvriers en Californie et au Texas, est la raison pour laquelle le programme P-51 a réussi. L'aile à flux laminaire n'était pas seulement un triomphe d'ingénierie.
C'était un triomphe du contrôle de la qualité, un triomphe de la discipline de fabrication. Chaque ouvrier comprenait que sa précision comptait, que son attention aux détails était littéralement une question de vie ou de mort, et ils l'ont fait des milliers de fois, à chaque équipe, chaque jour, pendant des années. L'aile à flux laminaire exigeait que chaque P51 soit construit selon la même norme impossible. Il n'y avait pas de place pour les raccourcis, pas de place pour le suffisamment bien. Soit l'aile respectait les spécifications de tolérance, soit elle ne fonctionnait pas. La fabrication américaine a respecté ces spécifications 15 186 fois. C'est le nombre de P51 Mustang qui ont été construits. Chacun, un testament de la puissance industrielle américaine, chacun portant une aile que les ingénieurs allemands comprenaient mais ne pouvaient pas reproduire. Chacun vérifié par des ouvrières, comme Margaret Thompson, qui comprenaient que la précision signifiait que les pilotes rentreraient à la maison. Le capitaine Don Gentile volait sur des P51 Mustang. Avec le 4th Fighter Group, il a abattu 21,8 avions allemands et est devenu l'un des meilleurs as américains. Lors d'une interview en 1944, un journaliste lui a demandé pourquoi le Mustang était si efficace. Gentile a répondu « C'est le rayon d'action, les pilotes allemands se battent près de leur terrain d'aviation. Moi, je peux me battre au-dessus de Berlin, ensuite voler jusqu'en Pologne si je veux, puis rentrer à la maison. J'ai des options qu'ils n'ont pas. Je peux choisir quand me battre. Ils doivent se battre quand je choisis. C'est la différence. C'est pourquoi nous gagnons. » Rayon d'action, ce simple mot, englobant toute la valeur stratégique de l'aile à profil laminaire. Le rayon d'action signifiait que les chasseurs américains pouvaient être partout. Le rayon d'action signifiait que les chasseurs allemands ne pouvaient pas prédire d'où viendrait la menace. Le rayon d'action signifiait que la Luftwaffe menait une guerre défensive dans son propre ciel, ne sachant jamais où les Mustangs apparaîtraient ensuite. Le lieutenant-colonel John C. Meyer a effectué 200 missions de combat à bord de P-51. Il a survécu à la guerre avec 24 victoires aériennes et est devenu plus tard un général 4 étoiles. Dans une interview en 1987, il a réfléchi à l'impact du Mustang. Cet avion a changé la guerre. Avant le P-51, les équipages de bombardiers avaient peut-être une chance sur 2 de terminer 25 missions, après que nous ayons commencé à escorter avec des Mustangs. Les chances se sont considérablement améliorées. Nous avons sauvé des milliers de vies américaines et nous l'avons fait parce que certains ingénieurs de la NACA ont trouvé comment faire circuler l'air en douceur sur une aile. C'est tout. De la physique et une fabrication de précision. Mais cela a gagné la guerre. Physique et fabrication de précision. Le résumé parfait de l'innovation américaine. En temps de guerre, prenez un concept théorique. Investissez des millions dans le développement. Perfectionnez les processus de fabrication. Puis produisez-le à grande échelle. L'Allemagne pouvait faire l'étape 1 et 2. Ils avaient des physiciens et des ingénieurs brillants. Mais les étapes 3 et 4, la fabrication et la production de masse, c'est là que la base industrielle américaine s'est avérée imparable. Les 2 millions de dollars que la NACA a dépensés pour la recherche sur le profil laminaire semblent presque pittoresques maintenant. Les programmes modernes de développement de chasseurs coûtent des milliards. Le programme F-35 a dépensé plus de 400 milliards de dollars. Mais en 1939, 2 millions de dollars représentaient un investissement massif dans une technologie non prouvée. Il a fallu du courage pour autoriser ces dépenses. Il a fallu de la vision pour voir que l'efficacité aérodynamique pouvait changer l'équilibre stratégique. L'investissement a rapporté une valeur au-delà de l'imagination. Le P-51 Mustang n'a pas seulement gagné
la supériorité aérienne au-dessus de l'Europe. Il a prouvé que la recherche et le développement américains pouvaient créer une technologie qui gagne la guerre. Il a validé tout le concept d'investissement dans les progrès scientifiques comme une arme stratégique après la Seconde Guerre mondiale. La technologie des ailes à profil laminaire est devenue la norme dans la conception des avions. Les avions de ligne commerciaux utilisent des principes de profil laminaire modifiés pour réduire la consommation de carburant. Les chasseurs modernes intègrent les leçons apprises de l'aile du P-551. La technologie, qui a coûté 2 millions de dollars à développer en 1939, a probablement permis d'économiser des centaines de milliards de dollars en coûts de carburant au cours des décennies suivantes, mais le véritable héritage n'est pas économique. Il est stratégique. L'aile à profil laminaire a prouvé qu'investir dans une technologie de pointe, même lorsqu'elle est coûteuse et non prouvée, peut apporter des avantages décisifs. Elle a montré que la capacité de fabrication compte autant que la brillance de la conception. Elle a démontré que la force de l'Amérique n'était pas seulement la bravoure ou le nombre, mais la sophistication industrielle et l'innovation scientifique. Le dernier P-51 Mustang de combat a été retiré du service militaire en 1984 par la République dominicaine, 44 ans après le premier vol du prototype. Certains Mustangs volent encore aujourd'hui. Amoureusement entretenus par des collectionneurs d'avions de guerre, lorsqu'ils décollent, quand vous voyez cette belle aile elliptique fendre l'air avec une grâce impossible, rappelez-vous ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous venez de découvrir la vérité classifiée sur la façon dont une conception d'aile à 2 millions de dollars a changé la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas de l'histoire simplifiée, c'est la réalité technique. Que les scientifiques allemands ont comprise trop tard pour la contrer, c'est la prouesse de fabrication que le docteur Heinrich Bauer a mesurée et savait que l'Allemagne ne pouvait pas égaler. C'est l'ingéniosité américaine qui a transformé des équations de physique en victoire. Cette histoire est restée enfouie dans les archives techniques pendant des décennies. Les documentaires d'entreprise mentionnent le P-51, mais passent sous silence. L'histoire du développement de l'aile à profil laminaire, il n'explique pas pourquoi c'était important. Il ne vous montre pas le rapport du docteur Bauer, ni les notes de Joseph Huber. Il ne relie pas l'investissement de 2 millions de dollars de la NACA et la campagne aérienne stratégique qui a brisé la production industrielle allemande. Super Thanks n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « J'apprécie l'histoire technique approfondie ». Cela dit à YouTube que les histoires d'ingénierie comptent autant que les histoires de bataille. Cela maintient ces vérités historiques détaillées, en vie, pour vos enfants, qui doivent comprendre que les guerres se gagnent dans les souffleries et les usines autant que dans les cockpits et sur les champs de bataille. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui apprécie qu'une aile parfaitement profilée ait changé le cours de l'histoire. Le P-51 Mustang a effectué sa dernière mission de combat en 1984, mais la conception de son aile a influencé tous les avions qui ont suivi. Le Boeing 787 utilise une technologie de profil laminaire avancée. L'Airbus A350 intègre les leçons de l'aile du Mustang. Chaque fois que vous voyagez en avion de ligne, vous bénéficiez d'une technologie qui a commencé en 1939 avec des ingénieurs de la NACA. Essayant de faire circuler l'air en douceur, c'est l'héritage de l'aile à 2 millions de dollars. Pas seulement une arme, une contribution permanente
à l'ingénierie aérospatiale, une base sur laquelle chaque génération suivante s'est construite. Les ingénieurs allemands respectaient le Mustang, ils le craignaient, mais plus que tout, ils comprenaient qu'il représentait un niveau de sophistication industrielle et scientifique qu'ils ne pouvaient pas atteindre. En temps de guerre, le rapport du docteur Bauer n'était pas seulement une évaluation technique, c'était l'aveu que l'Allemagne combattait une nation qui pouvait se permettre de dépenser des millions pour perfectionner la conception d'une seule aile, puis la fabriquer des milliers de fois avec des tolérances impossibles. Lorsque la guerre a pris fin, de nombreux ingénieurs en aéronautique allemand ont émigré en Amérique. Ils voulaient travailler avec les personnes qui avaient construit l'aile à profil laminaire. Ils voulaient apprendre les techniques de fabrication. Certains d'entre eux ont rejoint la NACA, qui est devenue plus tard la NASA. Ils ont aidé à envoyer des Américains sur la Lune. La même fabrication de précision qui a construit les ailes du Mustang a finalement construit les fusées Saturne V. Votre liberté a été gagnée par des ingénieurs dans des souffleries et des ouvriers dans des usines, par des femmes qui posaient des rivets avec des tolérances au millième de pouce près, par des scientifiques de la NACA qui pensaient que dépenser 2 millions de dollars dans une aérodynamique non prouvée valait la peine, par des pilotes d'essai qui ont piloté les premiers Mustangs et ont rapporté que l'aile à profil laminaire fonctionnait réellement. C'est la génération qui a sauvé le monde, non seulement par le courage au combat, mais aussi par l'innovation dans les laboratoires et l'excellence dans les usines, par la volonté d'investir dans la technologie de pointe et la puissance industrielle nécessaire pour la produire à grande échelle. N'oubliez jamais que la victoire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale s'est construite sur des ailes que les ingénieurs allemands étaient incapables de copier. N'oubliez jamais que ces 2 millions de dollars investis en 1939 ont rapporté des dividendes, qui se mesurent en milliers de vies sauvées et en liberté préservée. N'oubliez jamais qui a fait les calculs, qui a fabriqué l'outillage, qui a maintenu le contrôle de la qualité, qui a piloté les avions en mission. Ai-je sous-estimé l'impact de l'aile à écoulement laminaire sur la guerre? Ingénieur aéronautique et historien, corrigez-moi si je me trompe. Mais je pense que l'aile du Mustang a été la réalisation aérodynamique la plus importante de la Seconde Guerre mondiale. De loin.